Ainsi que je transfère le reste, je disparais de France avec tout. La voix de Dario résonnait dans mes écouteurs comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher l'ordinateur. 45. Années de travail minutieux, d'économies 100%, de sacrifices silencieux, et mon propre gendre planifiait de voler chaque centime. Parce que ce que Dario ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne soupçonnait, c'est que j'avais 210 000 cachés dans des comptes qu'il croyait contrôler. Et maintenant, j'étais sur le point de détruire sa vie. Je m'appelle Geneviève Martel, j'ai 69 ans, et voici l'histoire de comment une vieille couturière naïve a écrasé l'homme qui tentait de la voler. Ce matin glacial de mars 2024, Louis, mon petit-fils, de 8 ans, jouait dans le jardin de mon appartement haussmannien du Marais. Ses petites mains creusaient près des hortensias bleues, là où son grand-père avait planté des bulbes de tulipes des années auparavant. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé enterré !» avait-il crié en brandissant un petit objet noir couvert de terre. C'était un pendrive, un simple morceau de plastique qui allait révéler l'abîme de trahison dans lequel vivait ma famille. Je l'avais posé sur la table de la cuisine, à côté de ma vieille cafetière en émail blanc, sans y penser davantage. Ce n'est que vers 22 heures, quand le silence de la nuit avait envahi l'appartement et que Louis dormait paisiblement dans la chambre d'amis, que la curiosité l'avait emporté. Mon cœur s'était arrêté quand les premiers fichiers s'étaient ouverts. Des extraits bancaires, des contrats, des transferts électroniques, tous avec mon nom, mais des signatures que je n'avais jamais tracées. Dario avait déjà détourné 140 000 $ vers un compte au Luxembourg. Si vous m'écoutez en ce moment, laissez-moi vous dire que j'espère de tout cœur que vous n'aurez jamais à vivre ce que j'ai vécu cette nuit-là. Cette sensation d'être poignardé par quelqu'un en qui vous aviez confiance aveuglément. Si cette histoire vous touche, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une trahison familiale, partagez cette vidéo. Pendant que je continue mon récit, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire. D'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires de justice arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert ce premier email. L'objet du message était simple. Transfert Luxembourg. Phase 2. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Dario écrivait à quelqu'un nommé Marcel Rousseau, apparemment un complice. La vieille dame ne se doute de rien. Elle signe tout ce que je mets devant elle depuis la mort de sa fille. Encore 70 000 $ à transférer et je disparais. Elle ne comprendra jamais ce qui s'est passé. Ma fille. Il parlait d'Élodie comme si elle était déjà morte pour lui. Élodie, ma précieuse fille unique, qui travaillait 60 heures par semaine dans son cabinet comptable pour maintenir leur niveau de vie. Élodie qui m'appelait chaque dimanche pour prendre de mes nouvelles. Élodie qui ne savait rien du plan diabolique de son mari. J'ai continué à lire, chaque mot me transperçant comme une lame rouillée. Dans un autre email, Dario détaillait sa stratégie. Je lui fais signer des documents en lui disant que c'est pour optimiser ses impôts. La signature numérisée, je peux créer tous les virements que je veux. À 69 ans, elle ne vérifie jamais ses comptes en ligne. Quelle cruelle ironie. Moi qui avais enseigné les mathématiques à Élodie pendant des années, moi qui calculais au centime près mes dépenses mensuelles, moi qui connaissais par cœur le solde de mes comptes, il me prenait pour une vieille sénile incapable de gérer ses finances. La nausée m'a submergée. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi tout le dîner que j'avais partagé avec eux 3 jours plus tôt. Ce dîner où Dario m'avait embrassé sur les joues en partant, où il m'avait dit « Merci pour tout, maman Geneviève. Vous êtes la meilleure belle-mère du monde. » Mensonge. Tout n'était que mensonge enrobé dans du miel empoisonné. J'ai passé le reste de la nuit à examiner chaque fichier du pendrive. Il y avait des mois d'archives, des conversations avec ce Marcel qui semblait être un expert en blanchiment d'argent, des photos de documents officiels falsifiés avec un professionnalisme qui glaçait le sang, et surtout un planning détaillé. Dario prévoyait de finaliser son vol le 15 avril, jour de l'anniversaire d'Élodie. Le 15 avril, dans 3 semaines exactement. Pendant 45 ans, j'avais cousu des robes de mariée dans mon petit atelier du Marais.
J'avais vu des centaines de femmes rêver d'amour éternel, de bonheur conjugal, de familles unies. J'avais cru moi-même à ces contes de fées quand Élodie avait épousé Dario il y a 12 ans. Un homme charmant, disait-on, travailleur, respectueux, un bon parti pour ma fille. 12 ans pendant lesquels j'avais été la belle-mère parfaite. J'avais aidé financièrement quand Dario avait perdu son emploi en 2018. J'avais payé les frais de notaire quand ils avaient acheté leur appartement à Montmartre. J'avais même financé les études de cuisine de Dario quand il avait voulu changer de carrière à 35 ans. 23 000 pour ses études, 45 000 pour l'appartement, 18 000 pendant sa période de chômage. Au total, 86 000 donnés en toute confiance, avec amour, sans jamais rien demander en retour. Et maintenant, il volait mes 210 000 orages comme si c'était son dû. Mais Dario avait commis une erreur monumentale qui allait causer sa perte. Dans sa cupidité, il avait sous-estimé la femme qui avait élevé seule une fille après la mort de son mari. La femme qui avait bâti un petit empire de la couture en travaillant 18 heures par jour. La femme qui avait économisé chaque euro pendant des décennies pour s'assurer une retraite digne. J'ai refermé l'ordinateur. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait régulièrement. Pour la première fois depuis des heures, j'ai souri. Dario voulait jouer ? Parfait. Mais il allait découvrir que dans ce jeu-là, j'avais 45 ans d'avance sur lui. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je me suis rendu au commissariat du 4e arrondissement. L'agent d'accueil, un jeune homme aux cheveux bruns et aux manières courtoises, m'a écouté avec attention. Mais quand j'ai mentionné qu'il s'agissait d'une affaire familiale impliquant mon gendre, son expression a changé. « Madame Martel », m'a-t-il dit avec cette condescendance polie que je connaissais bien, « êtes-vous certaine qu'il ne s'agit pas d'un simple malentendu ? Parfois, les personnes âgées peuvent mal interpréter « personnes âgées ». Ces deux mots ont résonné dans ma tête comme un gong tibétain. J'ai posé le pendrive sur son bureau avec un sourire glacial. « Agent Dubois », ai-je dit en lisant son badge. À l'intérieur de ce petit objet se trouve l'épreuve d'un détournement de fonds de 140 000 ars, accompagné de faux documents et d'usurpation d'identité. Je ne suis peut-être qu'une vieille dame, mais je sais encore faire la différence entre un malentendu et un crime. Son ton a immédiatement changé. Après avoir examiné quelques fichiers, il m'a conseillé de rassembler davantage de preuves avant de déposer plainte officielle. Plus votre dossier sera solide, plus nous aurons de chances d'obtenir une condamnation. En sortant du commissariat, j'ai regardé ma montre. 11h30. Il me restait exactement 19 jours avant le 15 avril. 19 jours pour construire un piège si parfait que Dario n'aurait aucune échappatoire. J'ai hélé un taxi. Boulevard Saint-Michel, s'il vous plaît, quartier latin. Le chauffeur, un homme d'âge moyen aux mains tachées de cambouis, m'a regardé dans le rétroviseur. « Vous allez voir un avocat, madame ?»« Non, » ai-je répondu en regardant défiler les rues pavées de mon Paris bien-aimé. « Je vais voir un détective, Ramiro Delaunay. » Ce nom m'avait été donné par madame Fouquet, ma voisine du dessous, quand son mari l'avait trompée avec leur femme de ménage. Discret, efficace, et il ne pose pas de questions morales tant qu'on paie ses honoraires, m'avait-elle dit. Son bureau se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien près de la Sorbonne. Pas d'ascenseur. Mes jambes de 69 ans ont protesté, à chaque marche, mais ma détermination m'a porté jusqu'en haut. Ramiro était exactement comme je l'avais imaginé. Cheveux gris, costume froissé, bureau encombré de dossiers et une odeur persistante de café froid et de cigarettes. Quand je lui ai expliqué ma situation, ses yeux ont brillé d'un éclat que je n'aimais pas particulièrement. « Madame Martel », a-t-il dit en allumant sa 5e cigarette de la réunion, « vous avez en main une mine d'or et une bombe atomique. Une bombe atomique, c'était exactement ce qu'il me fallait. Combien de temps vous faut-il pour rassembler ?»« Toutes les preuves nécessaires ?» ai-je demandé. 2 semaines. Peut-être moins si votre gendre continue à être aussi négligent qu'il l'a été jusqu'à présent. Et vos honoraires ? Euro 2000 pour l'enquête complète. 500 de plus si. Vous voulez que je sois présent le jour J pour filmer sa réaction. J'ai sorti mon chéquier. Euro 2500, monsieur Delaunay. Je veux tout. L'enquête, les preuves, votre présence
Et surtout, je veux qu'il comprenne qu'il a sous-estimé la mauvaise femme. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement silencieux, j'ai regardé les photos de famille accrochées dans le couloir. Élodie à son mariage, radieuse dans sa robe que j'avais cousue moi-même. Dario souriant à côté d'elle, la main sur son épaule, dans un geste qui m'avait semblé protecteur à l'époque. Maintenant, ce même geste me paraissait possessif, manipulateur, comme s'il marquait déjà son territoire. J'ai décroché la photo de ma plus belle écriture, Élodie et Dario, 23 juin 2012, que l'amour triomphe toujours. Que l'amour triomphe toujours. Quelle naïveté touchante! J'ai pris un stylo et j'ai ajouté en dessous « Update mars 2024 ». L'amour a triomphé, mais pas celui que je croyais. Dans 12 jours, Dario découvrirait quel genre d'amour une mère porte à sa fille, et quel genre de justice une femme de 69 ans peut orchestrer quand on la pousse dans ses derniers retranchements. Mais d'abord, il fallait que je découvre exactement à quel point cette trahison était profonde. 3 jours plus tard, Ramiro m'a appelé. Sa voix portait cette excitation contenue des chasseurs qui viennent de découvrir une piste fraîche. « Madame Martel, pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'ai du nouveau. Et ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. » Le trajet en métro jusqu'au quartier latin m'a paru interminable. Chaque station, chaque tunnel sombre alimentait mon angoisse. Qu'avait-il découvert de pire que ce que je savais déjà? Ramiro m'attendait avec 3 dossiers épais posés sur son bureau. Des photos, des documents, des relevés bancaires étalés comme les pièces d'un puzzle diabolique. « Asseyez-vous, madame, et respirez profondément. » Il a ouvert le premier. Dossier. À l'intérieur, des photos prises avec un téléobjectif montraient Dario sortant d'un restaurant chic de l'avenue Montaigne. Mais il n'était pas seul. Une femme rousse aux cheveux coupés au carré l'accompagnait, vêtue d'un manteau Chanel qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. « Qui est-ce » ai-je murmuré, bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. Valérie Dubois, 34 ans, attachée de presse dans une maison de mode, et depuis 8 mois la maîtresse de votre gendre. Mes mains se sont mises à trembler, pas seulement parce qu'il me volait, mais parce qu'il trompait ma fille, ma précieuse Élodie qui travaillait, comme une forcenée pour maintenir leur train de vie, pendant que monsieur dînait aux chandelles avec sa poule de luxe. « Il y a pire », a continué Ramiro en ouvrant le deuxième dossier. Les photos suivantes montraient Dario et Valérie entrant dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. L'immeuble était somptueux, avec sa façade de pierre blanche et ses balcons en fer forgé. Cet appartement, il l'a acheté il y a 6 mois. 3 pièces, 85 mètres carrés, vue sur le Trocadéro. Prix d'achat 1,2 million $. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. 1 200 000 €? Mais comment? Avec quel argent? Ramiro a sorti un extrait bancaire. Avec votre argent, madame, et pas seulement les 140 000 de pendrive. Il puise dans vos comptes depuis plus d'1 an. Le sol s'est mis à tanguer. Ramiro s'est levé précipitamment pour me servir un verre d'eau. J'ai bu lentement, chaque gorgée me ramenant à la réalité brutale. Combien? Ai-je chuchoté. 347 000. Au total, virement échelonné, petite somme pour ne pas éveiller les soupçons. Votre gendre est beaucoup plus intelligent que nous le pensions. 347 000 €. Plus de la moitié de mes économies de toute une vie. Évaporées. Pour financer les frasques d'un homme que j'avais traité comme mon fils. Et ma fille, elle sait? Non. D'après mes sources, Élodie croit que l'appartement appartient à un client de Dario. Il lui a dit qu'il s'en occupait temporairement. Mensonge sur mensonge. Trahison sur trahison. Combien de clients temporaires Dario avait-il inventé? Pour justifier ses absences? Ramiro a ouvert le 3e dossier. Cette fois, les documents étaient différents. Contrat de location, facture de restaurant, reçu de bijouterie. Votre gendre mène un double vie depuis plus d'1 an. Appartement secret, maîtresse entretenue, voyage de luxe. Regardez ça. Il m'a montré une facture du Georges Quint II. Nuit en suite présidentielle, 8 000 $. Une autre de chez Cartier, une montre pour homme à 15 000 $. Et encore une de chez Van Cleef. Un collier de perles pour 23 000 $. Pour Valérie? Ai-je demandé,
la bile remontant dans ma gorge. Pour Valérie, payé avec un virement de votre compte épargne le 14 février dernier. Le 14 février, la Saint-Valentin, le même jour où Dario avait offert à Élodie un simple bouquet de roses du marché en s'excusant de ne pas avoir plus d'argent. J'ai fermé les yeux, tentant de contenir la rage qui montait en moi comme une marée noire. Pendant qu'Élodie se contentait de fleurs à 5 €, sa rivale paradait avec des bijoux à 5 chiffres. Mes bijoux, mon argent, ma sueur. Il faut prévenir ma fille, ai-je dit. Pas encore. Ramiro s'est penché vers moi, ses yeux gris, plantés dans les miens. Si vous alertez Élodie maintenant, Dario sentira le danger. Il effacera toutes les preuves, transférera l'argent restant et disparaîtra avec sa maîtresse. Vous ne récupérerez jamais rien. Alors que proposez-vous ? Un sourire inquiétant a étiré ses lèvres. Nous allons le prendre en flagrant délit, mais pas n'importe comment. Nous allons orchestrer sa chute de manière si spectaculaire qu'il ne pourra plus jamais nuire à personne. Il s'est levé et s'est dirigé vers une armoire métallique dans un coin de son bureau. Il en a sorti un petit appareil électronique pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Micro-espion dernière génération. Autonomie de 72 heures, portée de 500 mètres. Si vous arrivez à le placer dans sa voiture ou sur lui, nous pourrons enregistrer toutes ces conversations. J'ai pris le petit dispositif entre mes doigts. Il était si léger, si insignifiant en apparence. Pourtant, il pouvait détruire un homme, et ensuite, nous attendons qu'il se trahisse lui-même. Dans ma carrière, j'ai appris que les voleurs finissent toujours par parler, surtout quand ils croient être en sécurité. Et si ça ne marche pas, Ramiro a ouvert un tiroir et en a sorti une chemise plastifiée rouge. Plan B. J'ai un contact à la brigade financière. Avec les preuves que nous avons déjà, ils peuvent lancer une enquête officielle. Mais cela prendra des mois, et Dario aura le temps de faire disparaître l'argent restant. Combien me reste-t-il sur mes comptes ? Il a consulté un document. 127 000 $. Sur les 210 000 initiaux, il en a déjà détourné 83 000 de plus que ce que montrait le pendrive. 83 000 € supplémentaires. Pendant que je pleurais sa première trahison, il continuait à me voler. « Madame ?»« Martel » a dit Ramiro d'une voix douce. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais vous devez comprendre une chose. Votre gendre ne compte pas s'arrêter là. Dans le pendrive, il y avait un planning. Le 15 avril, jour de l'anniversaire de votre fille, il prévoit le transfert final. Tout ce qui reste sur vos comptes. Tout. Après ça, il disparaîtra avec Valérie, probablement vers un pays, sans traité d'extradition avec la France, le 15 avril. Dans 9 jours. 9 jours pour sauver ce qui restait de mes économies et révéler la vérité à ma fille. Il faut que je rentre chez moi, ai-je murmuré. J'ai besoin de réfléchir. Madame. Martel, attendez. Ramiro m'a tendu une enveloppe Kraft. Les photos de l'appartement secret. Si jamais vous changez d'avis et que vous voulez confronter votre fille directement, ces preuves seront irréfutables. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main. Son poids me semblait énorme, comme si elle contenait toute la douleur du monde. Le trajet de retour s'est déroulé dans un brouillard. Métro, correspondance, escalier. Mes gestes étaient automatiques, mais mon esprit tournait à plein régime. En arrivant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix d'Élodie, joyeuse et insouciante. « Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Dario et moi, on organise une petite fête pour mon anniversaire samedi prochain. Rien d'extravagant, juste la famille et quelques amis au bistrot de Montmartre. Tu viens, bien sûr ? Rappelle-moi. Je t'aime. » La fête d'anniversaire. Le 15 avril. Le jour où Dario prévoyait de finaliser son vol et de disparaître. J'ai raccroché et je me suis assise à ma table de cuisine, celle où j'avais découvert le pendrive quelques jours plus tôt. Le micro-espion de Ramiro reposait devant moi, minuscule promesse de justice. Une idée germe lentement dans mon esprit, terrible, risquée, mais d'une efficacité redoutable. Et si, au lieu de simplement exposer Dario, je faisais de cette fête d'anniversaire le théâtre de sa destruction totale? Le lendemain matin, j'ai appelé Élodie pour confirmer ma présence à sa fête d'anniversaire. Sa joie innocente à travers le téléphone m'a brisé le cœur. « Oh maman, je suis si contente.
Dario a réservé le salon privé du Petit Montmartre. Tu sais, le bistrot avec la terrasse qui donne sur Sacré-Cœur. Il dit qu'il veut me faire une surprise spéciale cette année. Une surprise spéciale. L'ironie était glaçante. La surprise, c'était moi qui allais la lui offrir. Ma chérie, combien d'invités serez-vous? Une quinzaine. Mes collègues du cabinet, quelques amis, toi bien sûr, et la famille de Dario. Rien d'extravagant, mais chaleureux. 15 témoins. Parfait. Plus il y aurait de monde, plus la chute de Dario serait retentissante. Après avoir raccroché, j'ai composé le numéro de Ramiro. Monsieur Delaunay, j'accepte votre proposition, mais j'ai aussi un plan qui va au-delà de la simple récupération de mon argent. Je vous écoute, Madame Martel. La fête d'anniversaire de ma fille aura lieu dans 6 jours. Je veux que ce soit là que tout éclate. Publiquement. Définitivement. Un silence, puis un rire approbateur. Vous me plaisez de plus en plus, madame. Que proposez-vous exactement? Pouvez-vous préparer une présentation vidéo avec toutes les preuves, photos, extraits bancaires, enregistrements si nous en obtenons? Quelques chose de suffisamment claire pour que même un enfant comprenne ce qui s'est passé? J'ai pris rendez-vous cet après-midi avec Maître Laurent Dubois, un avocat spécialisé dans la fraude financière. Si tout se passe comme prévu, Dario repartira de cette fête directement au commissariat. L'après-midi? Même, je me suis rendu au cabinet de Maître Dubois, avenue de l'Opéra. Un homme élégant d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant. Son bureau était un temple du luxe discret. Bibliothèque en acajou, fauteuil en cuir, vue imprenable sur l'Opéra Garnier. « Madame Martel » a-t-il dit après avoir examiné mon dossier, « vous avez entre les mains de quoi envoyer votre gendre en prison pour au minimum 5 ans. Falsification de documents, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé. La liste est longue. Combien pourrais-je récupérer? Tout, si nous agissons rapidement. L'appartement du 16e peut être saisi, ses comptes bloqués, mais il faut frapper fort et vite. Et légalement, puis-je organiser une confrontation publique? Maître Dubois a souri. Tant que vous ne violez aucune loi et que vous vous contentez de révéler la vérité avec des preuves légalement obtenues, vous êtes dans votre droit. C'est même recommandé dans ce genre d'affaires. Recommandé? Les escrocs comme votre gendre comptent sur le silence des victimes. La honte, la peur du scandale familial. Quand on les expose publiquement, ils perdent tous leurs moyens. Plus de charme, plus de manipulation possible. En sortant du cabinet, j'ai ressenti pour la première fois depuis des jours une sensation proche de l'excitation. Dario avait joué avec ma naïveté supposée. Il allait découvrir que 45 années de couture m'avaient appris la patience, la précision et l'art de créer des pièges invisibles. Le jeudi 11 avril, Ramiro m'a appelé à 6 heures du matin. Sa voix tremblait d'excitation. « Madame Martel, le micro-espion a fonctionné au-delà de nos espérances. J'ai 8 heures d'enregistrement, et ce que j'ai découvert va vous choquer. » 1 heure plus tard, j'étais dans son bureau. Il a lancé le premier enregistrement. La voix de Dario, claire et distincte, résonnait dans les haut-parleurs. « Valérie, ma chérie, dans 4 jours, tout sera fini. J'aurai vidé complètement les comptes de la vieille. Ou 127 000 de plus, et nous disparaissons. Et ta femme, Élodie, elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Le samedi soir, après sa petite fête pathétique, nous serons déjà dans l'avion pour les Caïmans, avec aux 470 000 en poche. 470 000 €. Il avait volé encore plus que ce que Ramiro avait calculé, mais le deuxième enregistrement était pire, bien pire. « Tu es sûre qu'elle ne découvrira rien ?» demandait Valérie. « Ma belle-mère, cette vieille chouette naïve, elle signe tout ce que je mets devant elle depuis la mort de son mari. Elle me fait une confiance aveugle. Mon cher Dario, tu es si bon avec les papiers, mimait-il avec une voix aiguë censée m'imiter. Il riait de moi, de ma confiance, de ma générosité. Mes mains se sont serrées sur les accoudoirs de mon fauteuil. Et si elle découvre avant samedi? Impossible. De toute façon, à son âge, qui la croirait? Une vieille dame confuse qui accuse son gendre dévoué. Tous les voisins me connaissent. Ils savent comme je suis attentionné avec elle. Attentionné. Cet homme qui me vidait mes comptes se décrivait comme attentionné. Ramiro a arrêté l'enregistrement.
Il y a encore pire, madame. Voulez-vous que je continue? J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se soulève déjà. Le troisième enregistrement a glacé mon sang dans mes veines. Dario parlait à quelqu'un d'autre, un homme à l'accent italien. Marco, l'argent sera viré lundi matin sur le compte. Suisse. Mais il faut être sûr que le transfert ne puisse pas être tracé. Pas de problème. Avec les 3 sociétés écrans que j'ai montées, impossible de remonter jusqu'à toi. Et pour la vieille, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Elle mourra de chagrin toute seule dans son appartement miteux. Ou alors, elle essaiera de porter plainte, mais sans preuve. Qui l'écoutera? Une sénile de 69 ans contre un homme d'affaires respectable. L'enregistrement s'est arrêté. Ramiro et moi sommes restés silencieux plusieurs minutes. Finalement, il a murmuré. « Madame Martel, cet homme ne vous considère même pas comme un être humain. Pour lui, vous êtes juste un distributeur automatique qu'il vide méthodiquement. » J'ai fermé les yeux. 45 années de travail acharné. 45 années à économiser centime par centime. 45 années à croire en la bonté humaine. Tout ça pour finir distributeur automatique dans la bouche d'un homme que j'avais aimé comme un fils. Monsieur Delaunay, ce Marco dont il parle, vous pouvez l'identifier? Déjà fait. Marco Benedetti, spécialisé dans le blanchiment d'argent. Pour les riches Européens qui veulent échapper au fisc, recherché par Interpol dans 4 pays. Dario ne s'était pas contenté de me voler. Il s'était associé à un criminel international. Et maintenant, Ramiro a sorti une clé USB de son tiroir. Tout est là-dedans. Enregistrements, photos, documents financiers, preuves de la complicité avec Benedetti. De quoi l'envoyer en prison? Pour 15 ans minimum. Et la présentation vidéo pour samedi? Terminée. 15 minutes de pure dynamite. Chronologique, facile à comprendre, avec les voix de Dario qui se condamne lui-même. J'ai pris la clé USB. Elle pesait quelques grammes, mais contenait la destruction totale de l'homme qui avait failli détruire ma vie. Madame Martel, a ajouté Ramiro, j'ai aussi préparé quelque chose de spécial pour samedi. Mes contacts à la police judiciaire seront présents au bistrot. Dès que la projection sera terminée, ils procéderont à l'arrestation. En public? Public. Devant tout le monde, y compris votre fille. L'idée de voir Élodie découvrir la vérité dans ces conditions me serrait le cœur. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Dario avait choisi cette date pour finaliser son vol. Ce serait aussi la date de sa chute. Le vendredi 14 avril, j'ai passé la journée à me préparer mentalement. J'ai relu tous les documents, écouté une dernière fois les enregistrements, mémorisé chaque détail de la trahison de Dario. Le soir, Élodie m'a appelée, surexcitée comme une enfant. « Maman, tu ne devineras jamais. » Dario m'a dit qu'il avait une surprise extraordinaire pour demain. Il ne veut rien me dire, mais je sens que c'est quelque chose d'important, si elle savait. La surprise de Dario, c'était de disparaître avec tout mon argent. Ma surprise à moi, c'était de le détruire, devant toute sa famille. Ma chérie, moi aussi j'ai une surprise pour toi, quelque chose que tu ne t'attends absolument pas à découvrir. Oh maman, que vous êtes mystérieux tous les deux. J'ai hâte d'être à demain. Après avoir raccroché, j'ai ouvert ma garde-robe. Qu'est-ce qu'on porte pour assister à l'effondrement de l'homme qui a voulu vous détruire? J'ai choisi un ensemble bleu marine simple mais élégant. Sobre, digne, mais avec une broche en argent que mon défunt mari m'avait offerte pour notre 25e anniversaire de mariage. Un rappel que certaines personnes dans cette vie méritent notre confiance. D'autres non. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Pour la première fois depuis la découverte du pendrive, mes rêves étaient apaisés. Demain, justice serait rendue. Le samedi 15 avril, jour de l'anniversaire d'Élodie et de la chute de Dario, j'ai pris un long bain chaud. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Mes yeux avaient une dureté nouvelle, mes traits une détermination que 45 années de couture avaient forgée. À 14 heures, Ramiro m'a appelé pour confirmer les derniers détails. « Tout est en place, madame. Le projecteur est installé au bistrot depuis ce matin. Mes contacts de la police sont en position. Dès que vous me donnez le signal, nous lançons la projection. » Et l'arrestation? L'équipe d'intervention attend. Dehors. Dario ne pourra pas s'échapper. J'ai regardé ma montre. 18 heures. Dans 4 heures, tout serait fini.
J'ai glissé la clé USB dans mon sac à main, à côté du pendrive que Louis avait trouvé dans le jardin. Tout avait commencé par cet objet innocent. Tout allait se terminer par lui, en sortant de chez. Moi, j'ai jeté un dernier regard à la photo d'Élodie et Dario accrochés dans le couloir. Dans quelques heures, cette photo rejoindrait les poubelles, comme leur mariage, comme les mensonges de Dario. Le taxi m'attendait en bas de l'immeuble. Le petit Montmartre, s'il vous plaît, et pas de détour. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec la justice. Le bistrot. Le petit Montmartre bourdonnait de conversations joyeuses quand je suis arrivé à 18h30. Élodie m'a accueilli avec un sourire radieux, vêtue d'une robe rouge qui la faisait rayonner. « Maman, tu es magnifique. Viens, je vais te... » présenter mes collègues. Dario se tenait près du bar, impeccable dans son costume gris anthracite. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé de ce sourire charmeur que je connaissais si bien. Il s'est approché et m'a embrassé sur les joues, avec cette tendresse feinte qui me donnait désormais la nausée. « Maman Geneviève, comme je suis heureux de vous voir. Vous allez adorer la soirée que j'ai organisée pour notre princesse. » Notre princesse. Cet homme qui s'apprêtait à ruiner sa femme parlait d'elle comme d'un trésor précieux. « Dario, mon cher, » ai-je répondu avec un sourire tout aussi faux, « j'ai également quelque chose de spécial prévu pour ce soir. Une petite surprise qui va marquer cette soirée à vie. » Son regard a vacillé une fraction de seconde. « Une surprise? Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine? Oh, mais j'y tenais absolument. Après tout ce que vous avez fait pour moi ces derniers mois, c'est bien le moins. » J'ai balayé la salle du regard. 15 invités, quelques amis du couple et la famille de Dario, ses parents, sa sœur Isabelle et son mari. Tous souriants, insouciants, ignorant le drame qui allait se jouer. Dans un coin discret, j'ai aperçu Ramiro attablé seul, un verre de vin rouge devant lui. Nos regards se sont croisés brièvement. Il a hoché la tête presque imperceptiblement. Tout était en place. À 19h15, Dario a tapé son verre avec son couteau. « Mes chers amis, si je peux avoir votre attention. » Le silence s'est fait graduellement. Élodie s'est approchée de son mari, les yeux brillants d'anticipation. « Avant de passer aux choses sérieuses, » a continué Dario, « j'aimerais dire quelques mots sur cette femme exceptionnelle que j'ai l'honneur d'avoir épousée il y a 12 ans. » Il s'est tourné vers Élodie, lui a pris la main et l'a embrassée. Tendrement. « Ma chérie, tu es la lumière de ma vie. Ces 12 années à tes côtés ont été les plus belles de mon existence. » Les invités ont applaudi. Quelqu'un a lancé un bravo attendri. Moi, j'ai serré les dents si fort que j'ai cru qu'elles allaient se briser. Et je veux aussi remercier, a poursuivi Dario en se tournant vers moi, la femme qui m'a accueilli dans sa famille comme un fils. Maman Geneviève, votre générosité et votre confiance ont été parfaits, ai-je dit en me levant brusquement. Puisque vous parlez de confiance, Dario, j'aimerais également dire quelques mots. Un silence surpris a envahi la salle. Élodie a froncé les sourcils, étonnée par mon interruption. « Maman, tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Tout va parfaitement bien, ma chérie. En fait, je n'ai jamais été aussi lucide de toute ma vie. » J'ai fait signe à Ramiro, qui s'est dirigé vers le projecteur installé dans un coin du salon privé. L'écran blanc fixé au mur s'est illuminé. « Mes chers amis, » ai-je annoncé d'une voix claire qui portait dans tout le bistrot, « j'aimerais vous montrer un petit film sur la véritable nature de l'homme que nous célébrons ce soir. » Le visage de Dario s'est vidé de toute couleur. « Geneviève, qu'est-ce que vous faites ? » Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Je révèle la vérité. Ramiro a appuyé sur la télécommande. Le premier document est apparu à l'écran. Un extrait bancaire montrant un virement de 25 000 de mon compte vers un compte au Luxembourg. Ceci, ai-je expliqué calmement, est un virement effectué par Dario Lefebvre le 15 janvier dernier. 25 000 € sortis de mes économies sans mon autorisation. Dario s'est levé précipitamment. C'est un malentendu. Geneviève, vous m'aviez donné l'autorisation. Vraiment ? J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti le pendrive que Louis avait trouvé dans le jardin. Alors comment expliquez-vous ceci ? Les murmures ont commencé à s'élever dans l'assistance. Élodie regardait alternativement son mari et l'écran.
l'incompréhension se peignant sur son visage. La projection a continué. Photo après photo, document après document, la véritable étendue de la trahison de Dario se dévoilait. Les virements clandestins, l'appartement secret du 16e arrondissement, les bijoux pour Valérie, les factures de restaurant à 8 000 €. 470 000. Ai-je annoncé quand la liste complète s'est affichée. Voilà ce que mon cher gendre m'a volé en 13 mois. Élodie a porté ses mains à sa bouche, le choc se lisant dans ses yeux agrandis. Dario, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il y a une explication. Dario s'est tourné vers elle, tentant de reprendre contenance. Ma chérie, tu me connais. Tu sais que je ne serai jamais capable d'une chose pareille. Cette vieille folle fabrique des preuves. Vieille folle. Il venait de se trahir lui-même. Une vieille folle, ai-je répété, avec un sourire glacial. Dans ce cas, cette vieille folle va vous faire entendre votre propre voix. Ramiro a lancé le premier enregistrement. La voix de Dario a empli la salle. Valérie, ma chérie, dans 4 jours tout sera fini. J'aurai vidé complètement les comptes de la vieille. Le silence était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne accrochée au mur. Élodie s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Ce n'est pas ma voix !» a heurté Dario, la panique déformant. « C'est traits. C'est un faux, un montage !» Le deuxième enregistrement a suivi. « Ma belle-mère ? Cette vieille chouette naïve ? Elle signe tout ce que je mets devant elle depuis la mort de son mari. » Cette fois, plusieurs invités ont eu des haut-le-cœur audibles. Isabelle, la sœur de Dario, s'est levée et s'est dirigée vers la sortie, sans un mot. « Et maintenant ?» ai-je dit en regardant Dario droit dans les yeux. Le clou du spectacle. Le troisième enregistrement a retenti. Elle mourra de chagrin toute seule dans son appartement miteux. Ou alors elle essaiera de porter plainte, mais sans preuve. Qui l'écoutera? Une sénile de 69 ans contre un homme d'affaires respectable. Élodie a vomi. Littéralement vomi sur sa belle robe rouge, son corps secoué de spasmes incontrôlables. Une de ses collègues s'est précipitée pour l'aider. Dario a tenté de se diriger vers la sortie, mais j'ai levé la main. « Pas si vite, mon cher gendre. J'ai dit que j'avais une surprise. Elle n'est pas terminée. » À ce moment précis, un homme en costume sombre s'est détaché du groupe près du bar. Puis un deuxième, puis un troisième. Ils portaient tous la même expression grave et professionnelle. « Monsieur Dario Lefebvre » a annoncé le premier homme en sortant sa carte tricolore. « Police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé et blanchiment d'argent. Le reste, c'est déroulé comme dans un rêve. » Dario s'est débattu, criant son innocence while les menottes se refermaient sur ses poignets. Ses parents sont partis précipitamment, la honte marquée sur leur visage. Les collègues d'Élodie chuchotaient entre eux, certains filmant la scène avec leur téléphone. Élodie s'est approchée de moi, les yeux rougis, la voix brisée. « Maman, depuis quand tu savais? Depuis que Louis a trouvé ce pendrive dans mon jardin, il y a 3 semaines. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai pris ses mains dans les miennes. Elles tremblaient comme des feuilles d'automne. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Parce qu'il t'aurait convaincu que j'étais sénile. Parce que c'était la seule façon de te protéger de lui. Mais devant tout le monde, c'était nécessaire. Ma chérie, cet homme prévoyait de disparaître avec tout mon argent demain. » Matin. Cette fête, ton anniversaire, c'était juste sa couverture pour finaliser son vol. Il comptait abandonner sans un sou. Élodie s'est effondrée contre moi, sanglotant comme la petite fille qu'elle avait été. Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur de ses cheveux, retrouvant ma fille sous les décombres de ses illusions brisées. Quand les policiers ont emmené Dario, il s'est retourné une dernière fois. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai lu ni remords, ni honte. Seulement une rage froide et une promesse silencieuse de vengeance. J'ai souri. Après ce qui l'attendait en prison, ses promesses de vengeance ressemblaient aux menaces d'un enfant capricieux. La soirée s'est terminée dans un silence pesant. Les invités sont partis un par un, certains me serrant la main avec respect, d'autres évitant mon regard. Ramiro a récupéré son matériel en me glissant. « Bravo, Madame Martel, justice est rendue.
Élodie et moi sommes rentrés ensemble dans le taxi. Pendant tout le trajet, elle a gardé sa main dans la mienne, comme quand elle était enfant et qu'elle avait fait un cauchemar. « Maman », a-t-elle murmuré en arrivant devant chez moi, « comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je regarder? Mes amis en face? Comment vais-je refaire confiance à quelqu'un un jour? Ma chérie, ai-je répondu en caressant ses cheveux. Tu es jeune, intelligente et forte, plus forte que tu ne le crois. Cette épreuve va te révéler qui tu es vraiment. Et toi? Tu as récupéré ton argent? L'appartement du 16e sera saisi et vendu. Les comptes de Dario sont gelés. Je récupérerai la majeure partie de mes économies. Et nous? Notre relation? Après ce que je t'ai fait subir sans le savoir? Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux bleus que je connaissais depuis sa naissance. Élodie, tu n'as rien fait de mal. Tu as été victime, comme moi. Nous allons guérir, ensemble, et nous allons reconstruire, ensemble. Ce soir-là, Élodie a dormi dans sa chambre d'enfant, celle que j'avais gardée intacte depuis son départ. En passant devant sa porte entr'ouverte, j'ai entendu ses sanglots étouffés. Demain commencerait notre nouvelle vie. Sans mensonge, sans trahison, sans Dario. 6 mois plus tard, septembre 2024. Le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres de mon nouvel appartement du 7e arrondissement quand le facteur a sonné. Une lettre recommandée. L'expéditeur. Le tribunal de grande instance de Paris. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains parfaitement stables. À l'intérieur, le jugement définitif. Dario Lefebvre, condamné à 8 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé et blanchiment d'argent. Interdiction de séjour sur le territoire français pendant 15 ans après sa sortie. 8 ans. C'était moins que ce que j'espérais, mais suffisant pour qu'il comprenne le prix de la trahison. Je me suis regardé dans le miroir ancien que j'avais installé près de l'entrée. La femme qui me fixait n'était plus la même que celle qui avait découvert le pendrive 6 mois plus tôt. Mes cheveux gris, autrefois tirés en chignon serré, tombaient maintenant en ondulations souples sur mes épaules. J'avais adopté une coupe plus moderne, avec quelques mèches châtain clair qui adoucissaient mon visage. Mes lunettes à monture épaisse avaient été remplacées par une paire discrète à monture fine. Et surtout, mes épaules ne portaient plus le poids de décennies depuis 3 mois. Je me suis rendue à l'hôpital Necker pour ma séance de bénévolat. Dans le service de pédiatrie, je raconte des histoires aux enfants malades. Pas des contes de fées avec des princes, charmants, des histoires vraies sur le courage, la justice et la force qu'on trouve en soi quand on arrête de se laisser faire. « Madame Geneviève !» m'a crié Clara, une petite fille de 7 ans, aux boucles blondes. « Vous allez nous raconter la suite de l'histoire de la grand-mère qui a attrapé le voleur ?» J'ai souri en m'installant dans le fauteuil coloré au milieu du cercle d'enfants. « Bien sûr, ma chérie. Où en étions-nous déjà ? Le méchant monsieur était en prison, » a lancé Thomas, 8 ans, les yeux brillants d'excitation. « Ah oui, c'est vrai. Et savez-vous ce qui est arrivé ensuite ? » Leurs petits visages se sont tournés vers moi avec cette attention pure que seuls les enfants savent donner. J'ai commencé à raconter comment la grand-mère de l'histoire avait récupéré son argent, comment elle avait aidé sa fille à reconstruire sa vie, et comment elle avait décidé de partager sa fortune avec des enfants qui en avaient besoin. Ce n'était plus vraiment une histoire, c'était ma réalité. Grâce aux saisies ordonnées par le tribunal, j'avais récupéré 398 000 sur les 470 000 volés. L'appartement du 16e avait été vendu, les comptes de Dario vidés, même les bijoux offerts à Valérie avaient été récupérés et revendus. Seuls 72 000 n'avaient jamais pu être retrouvés, probablement déjà transférés vers des paradis fiscaux. Avec une partie de cet argent récupéré, j'avais fait quelque chose que le jeune Dario n'avait jamais imaginé. J'avais donné 50 000 à 3 associations d'aide à l'enfance. Pas par générosité aveugle, mais par stratégie. Je voulais que mon argent serve à construire plutôt qu'à détruire. Je voulais que des enfants comme Louis, des enfants innocents, grandissent dans un monde où la justice existe vraiment. Après ma séance à l'hôpital, j'ai rejoint Élodie pour notre déjeuner hebdomadaire.
Nous nous retrouvions désormais chaque mercredi dans un petit bistrot du 6e arrondissement, loin des souvenirs toxiques de Montmartre. Ma fille avait elle aussi changé. Physiquement d'abord, elle avait coupé ses longs cheveux bruns en un carré, moderne qui dégageait son visage. Elle portait moins de maquillage, comme si elle n'avait plus besoin de masquer quoi que ce soit. Mais surtout, psychologiquement, Élodie avait retrouvé une assurance que je ne lui avais pas vue depuis des années. « Maman », m'a-t-elle dit en s'installant face à moi, « j'ai une nouvelle à t'annoncer. » Son ton était différent, plus léger. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je t'écoute, ma chérie. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a fait un petit bond. » « Quelqu'un ? Il s'appelle Antoine. C'est un avocat, spécialisé en droit familial. Ironique, non ? Elle a ri, un rire cristallin que je n'avais pas entendu depuis l'époque où elle était étudiante. Il m'aide pro bono avec les démarches de divorce et nous avons commencé à nous voir en dehors du cadre professionnel. Et comment te sens-tu avec ça ? Élodie a réfléchi avant de répondre. Terrifiée, méfiante, mais aussi vivante. À nouveau. Antoine connaît toute mon histoire. Il sait ce que Dario m'a fait subir, ce qu'il t'a fait subir. Et malgré ça, il me regarde comme si j'étais quelqu'un de valeur. Parce que tu es quelqu'un de valeur, ma chérie. Tu l'as toujours été. Maman, je peux te poser une question ? Tout ce que tu veux. Tu me détestes pour avoir été si aveugle, pour t'avoir laissé seule face à Dario pendant des mois ? J'ai pris ses mains dans les miennes. Ses mains qui tremblaient encore parfois quand elle parlait de son ex-mari. « Élodie, écoute-moi bien. Tu n'as rien à te reprocher. Tu étais la victime d'un manipulateur professionnel. Il t'a isolée, il t'a fait douter de tes instincts, il t'a fait croire que tu étais responsable de ses échecs. C'est exactement ce que font les prédateurs. Mais les signes étaient là. Les signes sont toujours évidents, après coup. Quand on est dans la manipulation, on ne voit rien. C'est fait pour ça. Nous avons fini notre repas en parlant d'avenir. Élodie envisageait de déménager, de quitter l'appartement qu'elle avait partagé avec Dario. Antoine l'aidait à chercher un nouveau logement, quelque chose de plus petit mais plus lumineux. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Louis, qui m'attendait devant mon immeuble avec sa mère, Sylvie, la sœur d'Élodie. « Mamie ! Mamie !» a crié le petit garçon en se jetant dans mes bras. Maman m'a dit que c'est grâce à moi que tu as attrapé le méchant monsieur. J'ai embrassé ses joues roses par le froid d'automne. C'est vrai, mon chéri. Sans toi et ton pendrive magique, jamais je n'aurais découvert la vérité. Et maintenant, il est en prison pour toujours ? Pour très longtemps, oui. Et toi, tu es contente ? J'ai regardé ce petit garçon de 8 ans, cet enfant innocent qui avait déclenché, sans le savoir, une avalanche de justice. Je suis en paix, Louis. C'est différent d'être contente. Être en paix, c'est quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Ce soir-là, en regardant les nouvelles à la télévision, je suis tombée sur un reportage qui m'a fait sourire. Un journaliste parlait de l'augmentation des plaintes pour abus financiers sur personnes âgées. Il mentionnait l'affaire Lefebvre comme un exemple de la façon dont les victimes pouvaient reprendre le contrôle. L'affaire Lefebvre. Mon histoire était devenue un symbole. Avant de me coucher, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre pour regarder Paris s'endormir. Quelque part dans une cellule de la prison de Fresnes, Dario comptait ses jours. Quelque part dans le 16e arrondissement, l'appartement qu'il avait acheté avec mon argent abritait maintenant une famille honnête qui ignorait son histoire sordide. Et moi, à 69 ans, je recommençais ma vie. Demain, j'irai voir le notaire pour finaliser ma succession. Pas parce que je me sentais proche de la mort, mais parce que je voulais que tout soit clair. Élodie hériterait de tout, mais avec des protections juridiques qui l'empêcheraient de reproduire mes erreurs. En m'endormant, j'ai pensé au petit pendrive qui reposait maintenant dans mon coffre-fort, à côté de mes bijoux et de mes papiers, importants. Cet objet de rien du tout qui avait changé le cours de nos vies. Parfois, la justice arrive par les chemins les plus inattendus. Parfois, elle a la forme d'un enfant qui joue dans un jardin. Et parfois, elle a le visage d'une grand-mère de 69 ans qui refuse de se laisser faire.